Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le questionnaire numéro 3, dans le correctif du questionnaire numéro 3. Et nous allons commencer avec la première question. Eh bien, combien de temps faut-il à un signal électrique pour aller depuis Porrentruy à Sydney en Australie? Alors ici, nous avons deux problèmes. Le problème, c'est de trouver la distance entre Porrentruy et Sydney. Et puis le deuxième problème, c'est de trouver quelle est la vitesse de déplacement d'électricité. La vitesse de déplacement d'électricité, c'est 300 000 km par seconde. Ça, c'est assez facile. La distance Porrentruy-Sydney, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, je vais utiliser simplement Google Earth qui va nous permettre de mesurer ça. Et vous avez un outil ici qui s'appelle la règle, par exemple, et qui va permettre de venir ici en Australie trouver Sydney. Ben voilà, Sydney, je me mets là et je dois aller depuis Sydney jusqu'à Porrentruy. Donc il faut que je trouve l'Europe. Voilà, on doit être par ici, l'Europe. Escape. Oh là là, j'ai un petit peu du mal. Voilà le Moyen-Orient. Voilà l'Afrique. C'est fou comme l'Europe est petite quand même, hein, quand on regarde sur un planisphère. Donc, Porrentruy est à peu près ici. Et l'Australie, malheureusement, est bien loin de nous. La voilà. Non, ça c'est pas l'Australie, ça c'est l'Antarctique. L'Antarctique, ça vient du grec antéarctos, et puis ça veut dire que sans ours, parce qu'en fait en Antarctique il y a des ours, il n'y a pas d'ours précisément, il y a des pingouins, c'est de là que vient le nom, et nous y voilà à peu près, et à Sydney, Victoria, voilà Sydney. Donc on a à peu près, voilà, 16 700 km. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut faire un petit calcul, hein. On va le faire assez rapidement. Calcul. Si il y a 16 700 km jusqu'à Sydney, hein, mettons que ce soit un câble un câble informatique qui est en ligne droite, divisé par 300 000, eh bien, il nous faudrait 0,05 secondes pour avoir un signal qui va jusqu'en Australie. Donc en fait, si vous envoyez un paquet de données depuis Porrentruy jusqu'en Australie, il faudra la moitié d'un dixième de seconde pour aller jusque là-bas. Et puis s'il y a une erreur dans le paquet, les Australiens vont vous dire ah ben il y a un problème, renvoyez-moi le paquet. Donc ça reprendra la moitié d'un dixième de seconde, on renverra. Bref, en moins de 2 dixièmes de seconde, on a corrigé, on a envoyé, pas de problème. On voit qu'au niveau du travail sur Terre, on n'a pas des distances monstrueuses à parcourir, c'est pas un problème. La mémoire autocorrectrice est-elle plus rapide que la mémoire standard? Oui, non, aucune différence. En fait, non, elle n'est pas plus rapide. Pourquoi? Parce que quand on l'utilise, il faudra un petit temps de calcul pour préparer le système d'autocorrection si on perd un bit, hein. On a vu ça avec le code de Hamming. Donc non, on perd un petit peu de temps. Elle n'est pas plus rapide. Elle a une toute petite dégradation de l'ordre de 2-3%. C'est pas grand-chose. Lors de la transmission de données sur un réseau informatique, quelle est la méthode de contrôle utilisée lors de la transmission des données? Parité paire, ECC, CRC et CC autre code. Parité paire, non, elle est trop simple parce que on voit que dans une parité paire, il y a juste un bit qui change, on le détecte. S'il y en a deux qui changent, on ne le détecte pas. Donc on a un système un peu plus évolué qu'on appelle le CRC, contrôle de redondance cyclique, parce qu'on a des gros codes et puis il permet de détecter plus d'erreurs. ECC, non. ECC, c'est précisément le système qu'utilisé dans les mémoires autocorrectrices qu'il y a dans la question 2.
Autre code, peut-être y en a-t-il d'autres, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Lorsqu'on travaille avec des systèmes TCP/IP, des réseaux traditionnels, c'est du CRC. Citez 3 cas pratiques d'utilisation des codes autocorrecteurs. Eh ben, un cas pratique, c'est quand on n'envoie pas en Australie, mais on envoie autour de Mars. Imaginons qu'on doit envoyer autour de Mars. Le code pour partir de la Terre jusqu'à Mars, il faudra à peu près. Alors ça dépend où se trouve Mars, hein, à quel moment de l'année, hein, on n'est pas toujours à la même distance, mais peu importe. Mais disons que ça prenne un quart d'heure. Vous imaginez, vous envoyez un paquet de données, il y a une erreur, il faut déjà un quart d'heure pour l'envoyer jusque sur un satellite qui est autour de Mars. Et puis en plus, le satellite détecte qu'il y a un problème, il vous renvoie un message pour vous dire hey, il y a un problème, ça va pas. Puis vous renvoyez un message pour dire oh là là, voilà le message, je le renvoie en espérant qu'il n'y ait pas eu de problème de transmission entre. Ça va pas. Donc là, typiquement, on enverra un code autocorrecteur. On envoie depuis la Terre, un quart d'heure plus tard, le satellite le reçoit. S'il y a eu des perturbations, il essaye de corriger. Si malheureusement il ne peut pas corriger, ben là on devra renvoyer, mais ça prendra du temps, on est d'accord. Mais ça, c'est un système qui utilise les codes autocorrecteurs. Maintenant, un autre code autocorrecteur, hein, un CD-ROM ou un DVD-ROM. Vous avez une petite rayure, vous avez un petit problème, vous ne pouvez pas renvoyer votre disque pour le faire corriger. Ou alors il faudrait que votre disque soit branché sur un lecteur de CD puis de DVD qui est relié à Internet, qui irait demander. Vous voyez le cirque, vous êtes en voiture, on ne peut pas faire ça. On embarque directement dans les CD-ROM ou les DVD, on embarque directement quand on a des CD de musique. Alors vous me direz, c'est une technologie qui est un peu ancienne, mais ça ne fait rien, hein. C'était utilisé comme ça. On embarque un système d'autocorrection, ce qui fait que si on a un problème, s'il y a une rayure, le système est capable de se corriger lui-même. Il est même capable, je crois, de faire des petites erreurs dans la musique qui nous fera écouter. Notre oreille ne les entendra même pas. On n'est pas tous des grands. On n'a pas tous l'oreille absolue. Troisième cas de figure, on l'a dit, hein, dans les serveurs, des serveurs avec de la mémoire autocorrectrice, si tout d'un coup on perdait un bit, eh bien la mémoire va faire que, hop, on corrige, comme ça le système ou le programme plante pas. Voilà 3 exemples d'utilisation de code autocorrecteur. Alors, soit les codes suivants avec des codes de parité impaire. Quel code montre qu'il y a une erreur? Alors, parité impaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un nombre de 1 qui doit être impair. Ou de 0 d'ailleurs, hein, quand on est sur du 8 bits. Eh bien ici, si on regarde bien, voici le code à envoyer. Eh bien on compte 1, 2, 3, 4, on est pair, on rajoute 1 pour être impair, ça c'est un bon code. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, il n'y a pas de 1 derrière, il y a un nombre pair, là on a détecté une erreur. Donc là, le système nous dirait erreur. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. On rajoute un 1, 6, on est pair. Erreur. 1, 2, 3. Avec un 0 derrière, on est impair. Pas d'erreur. Et là, ce système permet de calculer simplement s'il y a eu un bit qui a changé. Le problème, c'est que c'est un système très simple. S'il y a 2 bits qui changent, on est paume. Quels sont les codes autocorrecteurs? Le code Reed-Muller en est un. Le code ASCII, absolument pas. Le code ASCII, c'est un code simplement pour coder les lettres en ASCII. Hein, c'est le tableau classique qu'on a vu en début de cours. Le code de Hoffman, absolument pas. C'est des codes de longueur variable qui permettent de compresser. Et le code de Gopa, lui, est aussi un code autocorrecteur. Quel est le code autocorrecteur utilisé dans les CD? Alors, il me semble que c'est le code Reed-Muller, mais comme je ne le connais pas par cœur, vous prenez, et si vous avez fait correctement votre boulot, vous venez ici, code autocorrecteur CD-ROM, vous faites ça, code correcteur CD-ROM, le standard, etc., est fait avec le code Red Salomon.
Voilà le codage qui permet au CD-ROM d'avoir des petites erreurs de lecture et puis qui nous permet de continuer d'écouter la musique que l'on préfère. Et dernière question, si j'utilise un code de Hamming de 256 bits, cela permettra de corriger une erreur sur un message qui contient 247 bits avec 8 bits de correction. Donc c'est super parce qu'en fait 97% des données qui sont envoyées servent à transmettre le message. Alors que si j'utilise un code de Hamming de 7 bits, ce code permettra de corriger une erreur sur un message de 4 bits et 3 bits de la correction. Donc en fait, quand j'envoie mon message, il n'y a que 57% des données qui servent à transmettre le message. Donc, si je transmets des données à un satellite en orbite autour de Mars, pourquoi je devrais envoyer des données en 7 bits plutôt qu'en 255 bits? Simplement parce que la probabilité que j'ai une erreur, quand j'ai 7 bits, elle est beaucoup plus faible. J'ai 7 bits qui peuvent bouger. J'ai 7 bits qui peuvent provoquer une erreur. Donc, c'est beaucoup moins que lorsque j'envoie un message qui a 255 bits. Comme le message est beaucoup plus grand, il est à peu près une trentaine, 32 fois plus grand. Eh bien, il y a beaucoup plus de risques que sur un message de 255 bits, il y ait 2 bits qui changent. 32 fois plus de risques que sur du 7 bits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On aura plutôt tendance à envoyer du 7 bits. Et puis tant pis si on n'utilise pas toute la bande passante pour envoyer le message, c'est pas tant grave. On envoie nos messages, ça durera un peu plus longtemps, mais au moins, s'il y a un bit qui change, on pourra corriger. En admettant que j'ai en moyenne un bit qui soit une erreur sur 100, eh bien, quand j'envoie des messages de 7 bits, grosso modo, une fois sur 13, 14, j'aurai un message avec une erreur, puis le système pourra le corriger. Alors qu'ici, si j'envoie des messages de 255 bits, puis j'ai en moyenne un bit sur 100 qui est faux, pratiquement tous les messages recevront 2 erreurs au niveau du message. Donc, comme le code de Hamming ne peut en corriger qu'une, les messages, on ne pourra jamais les corriger, il faudra toujours les renvoyer et on sera embêté. Voilà la raison pour laquelle on utilisera plutôt du 7 bits que du 255 bits. Voilà pour cette correction. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible pendant les temps officiels de cours, le lundi matin. Je suis là depuis 8h25 jusqu'à 11h. Vous pouvez m'appeler, me faire un appel audio ou vidéo. Je suis à disposition pour répondre à vos questions. Merci et bonne journée, bonne continuation.